C'est marrant. On se demandait comment on allait introduire. Et il y a un truc qui m'a saisi. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'écoute de très près du violon, du violoncelle, du piano. C'est pas une expérience nouvelle pour moi. Mais compte tenu de tout ce qu'on a mis en travail depuis 3 ans, tout ce qu'on a réfléchi autour de la musique, autour du corps, autour de l'écoute, autour de... on en parlera après, de qui on est là, pourquoi, etc. Mais commençons... Compte tenu de tout ça, je crois que c'est la première fois que ça m'attrape à ce point. Tu sais, une des questions un peu provocatrices que j'ai souvent posées, c'est mais pourquoi on s'emmerde autant? Pourquoi moi, qui suis si mélomane? La question que j'ai souvent posée aussi pour le théâtre, pourquoi alors que j'adore le théâtre, pourquoi je m'emmerde aussi souvent quand je vais au théâtre? Pourquoi alors qu'à Paris, quand je vais au concert, je vais voir quand même des pianistes, des violonistes, des orchestres, des violoncellistes qui sont parmi les meilleurs au monde? Pourquoi je m'emmerde aussi souvent? Pourquoi c'est si rare un concert qui me bouleverse? Et il y a plein de réponses qu'on peut apporter. Et toutes ne tiennent pas qu'à moi. Peut-être que je suis un emmerdeur, mais c'est pas que ça. Enfin, je crois. Puis, sinon, c'est pas grave. On se marre. Mais c'est évident que ce qui se passe quand on... C'est même pas qu'on écoute, d'ailleurs. Et ça a à voir avec d'autres choses dont j'avais déjà envie de parler. Les vibrations, là, quand je suis à cette distance, c'est pas que je les écoute, c'est pas seulement avec mon oreille qu'elles entrent en moi. C'est du toucher qui est à l'œuvre. Et c'est du toucher de plein de manières, c'est-à-dire que c'est du toucher, déjà parce qu'effectivement, elles entrent par d'autres, elles entrent par la peau, pas simplement par l'oreille, mais c'est du toucher aussi parce que quand elles entrent comme ça par la peau, je pense que c'est aussi du toucher imaginaire, c'est-à-dire que dans le traitement que je fais, même des sons qui arrivent à mon oreille, il y a quelque chose qui passe beaucoup plus par l'image mentale que je me fais de ton corps en train de faire vibrer l'instrument, et aussi d'ailleurs, pas simplement l'image mentale que je me fais de ton corps en train de faire vibrer l'instrument, l'image mentale que je me fais de cet instrument en train de vibrer, parce qu'il y a 1000 manières dans mon imaginaire de l'anthropomorphiser. Et ça prend une dimension, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'expérience sensorielle là, qui est tellement fondamentale. C'est quand on est dans une salle de concert à des dizaines de mètres de l'instrumentiste, il y a bien quelque chose qui est nécessairement perdu. Et du coup, toi avec ton violoncelle, en plus t'en as pas conscience parce que toi, tu l'as entre les jambes, ton violoncelle, t'es en train de... Mais tu cours après un truc que t'attraperas jamais parce que les conditions ne te permettent pas de l'attraper. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ne serait-ce que ça. Et si on y réfléchissait, évidemment, ça mettrait aussi en jeu tout ce que c'est qu'un concert, tout le statut social de la musique dans notre société, tout ce qui fait que pour écouter un bon violoncelliste, la seule possibilité, c'est d'aller dans une salle où on est nombreux. Puis lui, il faut qu'il en vive. Donc il ne peut pas jouer devant 10 personnes. Ce qui fait que le violoncelliste, d'ailleurs, il se retrouve dans cette situation absurde, complètement absurde, le soliste, où il fait à la fois trop de concerts et pas assez. Parce que je suis sûr que si tu pouvais, chaque jour, jouer devant 10, 15, 20 personnes qui ont hyper envie d'être là, avec lesquelles tu as partagé d'autres choses d'ailleurs, tu n'es pas juste l'attraction, tu n'es pas...
si la musique pouvait ne pas être le loisir du samedi soir, et donc tu es la distraction du samedi soir. Ou non, mais c'est où les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire samedi? On pourrait rester à la maison. Ouais, mais attends, on pourrait aller à un concert, c'est sympa. Ou on va au resto. Oh bah on va au resto après, chouette. Oh bah regarde, il y a Dimitri qui passe, le grand Dimitri, il passe à la Philharmonie, donc on va aller écouter le grand Dimitri. Non mais, tu vois, donc, et évidemment que dans ce truc qui à bien des égards est glaçant, tu te retrouves à te réfugier dans quelque chose, au fond, sans doute dans la technique. Et donc finalement, si tu fais 30 ou 40 concerts par an, bah c'est 20 de trop, ou même si tu en fais 70, encore plus, parce que tu te retrouves à faire le même programme à la chaîne, il y a quelque chose d'infernal, dont pas mal de solistes témoignent. Mais qu'en revanche, s'il y avait la possibilité que chaque jour, il y a un moment où la musique se déploie avec 10, 15, 20 personnes qui sont là tout autour, qui tissent un cocon autour de toi et qui vibrent avec toi, je pense que ce serait extraordinaire. Bon, mais évidemment, c'est toute l'économie de la musique qui est... Enfin, là, on est en train de tirer sur... Il y a toute la société qui vient. Parce que c'est très intéressant, ça. J'allais dire en tant que praticien, c'est quelque chose que je vis, oui, tous les jours, pas avec les autres. J'allais dire, voilà, c'est une expérience que j'ai, ce côté, ce rapport à la production du son, de sentir, alors voilà, c'est... Sentir d'ailleurs même. En tant que, si j'ajoute, ça change le son. Je change rien au niveau de la production du son, je change quelque chose. Ça, ces éléments-là... que je fais tout le temps dès que je le prends, même ma fameuse gamme là, même la fameuse gamme, c'est ça. Si je la vibre, si je la vibre pas, mais jusqu'à si je... C'est une expérience que je fais. C'est une expérience que... Enfin, j'allais dire qu'il fait tellement partie de ma vie que le besoin de concert, le besoin de jouer, le besoin de partager, il y a toujours un moment où il arrive. Et oui, c'est vrai que des fois, on prend ce qui vient. On prend ce qui vient pour tout un tas de raisons. Mais parce que, j'allais dire, une fois que c'est produit dans l'esprit, une fois que ce plaisir physique même est là, le besoin de partage, il vient presque automatiquement. Tout l'enjeu pour chacun, j'ai l'impression, c'est d'arriver à doser de quelle manière. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément à l'aise non plus dans n'importe quel format. Quelqu'un, qui va pas avoir, une seconde, cette ivresse, mais cette ivresse dans le sens du coup, cette crainte parfois de se produire devant des salles immenses, il va adorer les grandes salles, deviendra soliste sans doute. Quelqu'un qui a besoin de plus d'intimité, qui a besoin de quelque chose, une carrière de chambriste peut-être, ça lui conviendra mieux, quoi qu'il peut y avoir des grandes salles aussi, mais j'allais dire, je crois que le choix de carrière, bien sûr, il y a des possibilités simplement capables de faire ce qu'on a besoin de faire, mais il y a aussi un aspect complètement intime de savoir comment est-ce que j'ai senti, construit mon rapport au au violoncelle et du coup aux autres. Cette ambiance de travail là, ce côté où on est dans un cocon, où on est du coup à s'enrichir d'un son qui est produit, de faire des exercices ensemble, des recherches de qu'est-ce qui se passe si j'y mets uniquement quelques crins comme ça, et voyons si toi tu le fais aussi, voyons qu'est-ce que ça nous apprend, et si on respire ensemble, ça c'est un travail de musique de chambre, c'est un travail de quatuor,
C'est un travail de trio peut-être aussi, trio à cordes. Et puis quand il y a un instrument différent, un piano, c'est encore différent. Le pianiste, il a une manière particulière d'entrer, de se mettre en son. Si c'est un quatuor avec un vent, une flûte, un hautbois, une clarinette, c'est des mondes entiers qui se créent. Et dans l'idéal, du moins, c'est toujours, ou ça doit toujours être fondé sur ce ressenti qu'on a de l'instrument, qu'on a de l'instant et qu'on a de l'autre. Et je pense, de ce que me disent aussi certains de mes collègues qui ont embrassé ces carrières-là, c'est quand ça se produit que ça marche vraiment. C'est quand ce travail, mais au sens, vous savez, d'un boulanger, quoi, qui prendrait une matière brute pour en faire quelque chose intégralement de ses mains. C'est quand ça se produit, quand ça fonctionne, le groupe, on le sent sur scène, il y a une chose qui se dégage, une espèce d'évidence à être ensemble, à le faire. Un coup c'est en public, un coup c'est en privé, un coup c'est entre nous, un coup c'est seul pour me remettre un peu dedans. C'est une expérience qui est finalement extrêmement intime, en fait. Et oui, cette affaire de toucher imaginaire, ou de toucher réel, s'agissant de ça. Qu'est-ce qu'il y a comme ressenti derrière un geste ? C'est pas juste comment je vais faire le geste de manière didactique, où il y a plein de réponses aussi, mais c'est qu'est-ce que j'y mets comme émotion, comme pulsion, comme élément de ce que j'ai de plus intime pour produire le geste. Et je vous parle même pas de bon d'accord, moi je vais faire ça, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, mais et toi, t'as envie de quoi ? Comment t'as envie de faire ? Ah ouais, toi c'est pas du tout ce que t'as... Donc d'arriver à dialoguer sur cette profondeur-là, en fait, le métier de musicien, il est là. Mais j'allais dire, le métier de pédagogue, il est là aussi. Les médias sont un peu différents, le cadre est complètement différent, mais quand on arrive à faire, je sais pas, à faire sentir à un élève, quel que soit son profil, quelles que soient ses possibilités, que ce qu'il est en train de faire là, c'est exactement ce qu'il pourrait aller chercher, j'en sais rien, dans un institut de massage où il y aurait réellement un contact, finalement, et que la matière de base qu'il va aller travailler, ça va être ça, ce rapport. En fait, c'est le même métier que le chambriste en train de produire de la matière avec son quatuor, ou du soliste qui est dans sa loge, dans son monde, en train déjà d'imaginer tout ce qu'il va pouvoir projeter dans cette salle immense. La difficulté qu'il y a, j'allais dire, ce sont tous les éléments, les interférences, les perturbations extérieures. Et là, on a, j'en sais rien, plusieurs visions, où on en souffre, oui, ça arrive, ou alors on se demande quoi en faire. Et là, des possibilités s'ouvrent ou se ferment aussi. Et la personne qui vient écouter, il faut aussi voir ce qu'elle vient chercher. Parce que peut-être que pour certaines personnes, une très grande salle, on n'est pas trop proche de l'instrument, du musicien. Il y a quelque chose de... Ou plutôt, à contrario, si tu mets une personne en position d'être comme on est là, juste à côté de toi, il y a quelque chose en fait que tu mets dans le geste, par exemple du frottement de l'archet sur les cordes, qui est quelque chose d'extrêmement vivant en fait dans le geste. On est vraiment dans le, je sais pas, au moins dans le mouvement en fait de ce glissement. Et le mot qui me venait, c'était on a un son plein. Mais c'est pas dans le sens grave ou aigu, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui est justement rempli de toute cette émotion dont tu es en train de parler. Et ça nous fait quelque chose, mais vraiment à l'intérieur. Et est-ce qu'on est prêt à recevoir ça aussi ? Pas tout le monde en fait a envie d'être touché comme ça à l'intérieur par un son plein. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que ces grands formats, ces grandes salles où on est au Xème rang, ça sert aussi à quelque chose, à recevoir, à ne pas recevoir trop de la musique en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aseptise ? Alors, du coup, c'est l'occasion de... Maintenant, j'ai envie un peu de nous présenter. Voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on explore sur un plateau de théâtre
tous les liens entre la musique, l'imaginaire, la psyché et le théâtre. Avec toi, avec Séverine, nous deux on pratique comme analystes. Toi tu viens à partir de... En même temps, c'est là où c'est ça qui est amusant, c'est qu'on pourrait dire oui, c'est deux analystes qui rencontrent un musicien. Mais c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun sens. Justement, ce qui est drôle, et c'est pour ça qu'on a pensé cette série de... Alors, vidéo, oui, parce qu'on a envie de témoigner de quelque chose, mais surtout, c'est pas de témoigner, on a envie d'aller plus loin dans tout ce qu'on a aperçu de résonance, de jeu de miroir, entre tout un tas de questionnements qu'on peut avoir, nous, sur la psyché. Ce que tu disais là à l'instant sur l'écoute, il suffit qu'on parle plus de musique et on est en train de parler de psychanalyse. C'est une évidence. Et justement, on est en train de parler de psychanalyse parce que qu'est-ce que c'est le psychanalyste qui justement se met très très à distance, à une distance infinie au fond, se met en position de spectateur, de sphinx, en plus d'une certaine façon au fond de détenteur d'une autorité, d'un savoir qui est exactement au fond cette position que le soliste va trouver devant ce public de mélomanes aguerris où il y a ces messieurs de la critique, ces messieurs dames de la critique, enfin, et donc il faut qu'il prouve éternellement, parce qu'il sait qu'on l'attend au tournant, que les gens connaissent la partition par cœur, etc. Bon. Et à quel endroit, évidemment, ça rend de toute façon d'emblée tout un tas de choses impossibles. C'est-à-dire que là, l'expérience phénoménologique que je faisais, mais et quand même, on ne peut pas la passer sous silence, il faut bien y réfléchir à ce qui se passe là. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, à certains moments, tu as juste fait quelques coups d'archet. Rien que ces quelques coups d'archet, et c'est pas pour te flatter, ça n'a rien à voir. Ces quelques coups d'archet, ils sont pour moi absolument délicieux, ils m'embarquent tout de suite. Tu joues 3 mesures du début de l'arpeggion, et j'ai toute la musique de Schubert, tout de suite. Bon. Ça tient pas au fait que tu serais un violoncelliste tellement plus extraordinaire que tous ceux que je suis allé voir en concert. Non. Non. Ça tient à ce qui se passe là, ici et maintenant. Ça tient aux 3 ans qu'on a fait ensemble et qui fait que tu joues pas de la même façon là. Quand tous les deux on est là, tout près de toi, tu joues pas de la même façon. Et ça tient aussi à nous, on t'écoute pas. C'est-à-dire que ce que ça raconte, c'est que à la fois le violoncelliste que je vais voir, même dans des petites salles, petites salles, qu'est-ce qu'on appelle une petite salle? Finalement, on en est à un point où, évidemment, si la Philharmonie c'est la grande salle, alors l'Auditorium du Louvre c'est une petite salle. Enfin, bon, c'est-à-dire que quand on met 200 personnes, c'est une petite salle. Bon, là... non mais voilà, là on est entre nous, c'est de l'intime, c'est de l'intime pour de la musique qui a été composée comme ça. Parfois je pense à, alors peut-être que j'idéalise complètement, d'ailleurs oui forcément j'idéalise parce qu'il y avait des enjeux, il y avait aussi par exemple dans les rapports entre les gens, il y avait des enjeux terribles dans ce trio-là, mais Robert Schumann, son épouse Clara Schumann, qui était en fait une magnifique pianiste et compositrice, et leur meilleur ami, Johannes Brahms. Bon. Et qui se retrouvaient entre eux. Idéalisons. Pour l'instant, oublions que finalement, la seule qui passait à la trappe là-dedans, c'est Clara. Non mais... non, c'est dur de l'oublier, parce que ça fait partie de tout ça. Peut-être que ça fait partie d'ailleurs du désespoir de Robert Schumann. Je veux dire, qu'est-ce qui dans sa mélancolie s'articulait aussi parce qu'il ne pouvait pas ne pas reconnaître à Clara de quoi ils ont été victimes aussi, de quelle société à travers eux les a mus et les a enfermés dans des trucs terribles. Mais il y a eu aussi sans doute des moments magnifiques malgré tout, tous les trois là.
Ça devait être quand même extraordinaire quand l'un des trois se mettait au piano et disait aux autres « Hé, j'ai pensé à ça, écoutez !» Et il savait qu'il jouait pour... Enfin... il paraît que quand Johannes Brahms a appris la mort de sa mère, Schumann lui était mort depuis un moment, mais Clara et Brahms sont restés très 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 amis. Sans doute il y avait plus que ça entre eux, mais par fidélité pour Robert, sans doute ils n'ont jamais été amants, mais enfin bon, c'était une relation très proche. Je crois que c'est elle, dans mon souvenir, elle est venue le voir, elle a monté l'escalier, et elle a entendu que Brahms jouait du piano. Il était en train de jouer les variations Goldberg de Bach, et il était en train de les jouer de manière tellement intense, tellement furieuse, qu'elle a été persuadée qu'ils étaient au moins 2 ou 3 sur le piano à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle me vient ça. Mais donc, voilà, entre eux, faire de la musique, s'offrir de la musique, on ne peut pas simplement détacher telle pièce de Schumann ou telle pièce de Brahms ou telle pièce de Clara. Bien sûr, c'est très important aussi de pouvoir l'abstraire du contexte et en faire une analyse musicologique, etc. Mais en n'étant pas dupe du fait que ce n'est qu'une partie de ce qui se passe là, et que ce qui se passe là, c'est aussi, appelons ça de l'amour, enfin, ce truc qui se passe à 3 et qui tout d'un coup permet, sans doute, une manière d'être avec le piano, parce que le piano c'est le 4e en fait, c'est un amour à 4. Le piano il devient quelque chose qui irrigue l'improvisation et l'écriture et la partition. Et que quand cette même pièce qui a été créée comme ça, on demande à un pianiste de venir la jouer dans un contexte qui est presque le contraire, puisque c'est un contexte où il repasse éternellement un examen. S'il rate son concert, ça va être grave, ça va éventuellement mettre en péril sa carrière. Il faut qu'il soit à la hauteur, il faut qu'il soit à la hauteur du concours qu'il a passé et qu'il a authentifié grand pianiste. Donc il faut qu'il continue constamment à être à la hauteur de ça. Ce qui fait quand même d'abord du public un ennemi. La première relation, elle est là, il y a un affrontement, c'est une adversité. Et en plus, le public est loin, et en plus il est nombreux. Et en plus, ce pianiste, il est habillé en queue de pie, machin, etc. Il y a toute cette mise en scène, il y a cet immense piano de concert seul sur la scène, il y a une espèce de machin qui est archi tétanisant. Évidemment que, comment pourrait-il retrouver ce qu'il a peut-être retrouvé d'ailleurs très facilement la veille, en jouant ça pour son gamin ou sa gamine Je me disais, avec cette image de Clara qui monte les escaliers, qui se demande combien ils sont, je me disais que quelque part c'est d'essayer toujours de répondre à la question qui est là quand tu joues. Mais en fait, comme moi qui me demande qui est là, toi qui te le demande à toi-même et qui me pose aussi la question, et moi-même qui me pose aussi cette question, en fait, il y a ce côté, voilà, qui va là. C'est ça. Qui va là. Me vient cette anecdote sur Jacqueline Dupré, justement, qui, quand elle a appris le violoncelle, elle était petite, elle découvre à la radio le son du violoncelle et ça lui procure quelque chose. Et tout son apprentissage, quand elle se couchait, elle allait dormir, sa maman l'accompagnait, tout ça, et une fois qu'elle était couchée, sa maman retournait au bureau et lui écrivait une petite mélodie, illustrait la petite mélodie et lui mettait bien dans un endroit. Et comme ça, elle avait hâte de se lever le lendemain matin pour découvrir le cadeau de sa maman de la veille au soir du matin. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a... Enfin, je veux dire, et c'est là qu'on voit comme l'apprentissage est lié à ce côté qui est là. Qui est là. Voilà. C'est, oui, complètement. Ça rejoint tellement toutes les réflexions qu'on est en train d'avoir sur le cabinet d'analyse, bien sûr, où la seule possibilité que ce « qui va là, qui êtes-vous » ne soit pas abusif, c'est que
il soit fondamentalement symétrique, qu'il y a aussi moi-même, qui suis-je qui vous demande qui êtes-vous, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça croise aussi tout un tas de réflexions qu'on est en train d'avoir à échelle anthropologique sur pourquoi, alors que on sait depuis assez longtemps, et sans doute peut-être ça a été perçu dans énormément de sociétés, que le plaisir, l'amour, le désir sont des moteurs cognitifs infiniment plus féconds. C'est-à-dire qu'un apprentissage qui se passe dans le désir, dans la joie, dans l'envie, c'est évident que la petite Jacqueline Dupré, enfin je veux dire, en fait, le morceau, c'était pas juste un morceau de musique, c'est tout l'amour de sa mère. Donc évidemment qu'elle était douée, tu parles. En plus, le pire, c'est qu'on sait ça. On le sait même en nous. Je veux dire, on le sait, ça vibre. Et on va quand même fabriquer un putain de récit sur le don. Le pire, c'est qu'en plus, ensuite, on va fétichiser une personne comme Jacqueline Dupré, tous ses côtés atypiques. On va dire, oui, mais c'est parce qu'elle était particulière, elle était géniale. Elle peut se le permettre. Mais les autres, il faut qu'ils travaillent parce que tout le monde n'est pas Jacqueline Dupré. Malheureusement, oui, tout le monde n'a pas eu la chance, pour tout un tas de raisons, que la musique soit ça dès le départ. Mais il n'y a que ça qu'on devrait chercher. Et au moins de manière théorique, cette observation que le plaisir et l'envie sont des moteurs cognitifs, même si on ne l'appelait pas comme ça, bien plus féconds que la douleur, l'effort et la souffrance. Je veux dire, oui, bien sûr, on peut parler des grands pédagogues du XXe siècle, de Montessori, de Houry, de Freinet, etc. Mais en fait, c'est déjà dans l'Émile de Rousseau, de façon très très nette. C'est déjà chez Rabelais, de façon très très nette. Au fond, c'est déjà chez Aristote. Et ce serait même assez surprenant qu'on n'ait pas fait cette observation parce qu'elle est tellement flagrante. Justement parce que le rendement cognitif, il n'est pas de 1 à 2, il est de 1 à 50. Et quand on regarde, à échelle anthropologique, c'est hyper intéressant. Dans toutes les sociétés, il y a des apprentissages fondamentaux qui passent par les circuits du plaisir, du désir et par une certaine liberté, etc., qui sont l'apprentissage de la parole, l'apprentissage de la marche, l'apprentissage de tout un tas de choses très élémentaires, pourtant extrêmement complexes. Extrêmement complexes. C'est apprendre à parler, apprendre à marcher, c'est d'une complexité vertigineuse. Il faut une virtuosité pour pouvoir marcher comme on marche, pour pouvoir parler comme on parle. Mais cette virtuosité, elle n'est pas repérée comme telle, et donc elle s'acquiert à son rythme, par le désir. Parce que l'enfant, il a envie d'apprendre, et il a envie de marcher. Il a envie de saisir des choses, c'est ça. Il a envie d'interpeller l'autre. Voilà. Ouais. Et dès lors que la virtuosité, elle est repérée comme telle, il s'agit de produire des virtuoses au violoncelle, on va passer par le canal de l'effort, de la souffrance, de la rigueur, etc. Et il va y avoir une déperdition phénoménale. Et pourtant, toutes les institutions, et alors, dans toutes les sociétés, et c'est là que c'est intéressant, les apprentissages qui ont vocation à inscrire l'individu dans la société, dans un statut social, sont des apprentissages qui passent par la souffrance, malgré la déperdition évidente. Et il y a de ça dans tout ce qu'on est en train de brasser. Enfin, c'est là aussi où... Et ça rejoint d'ailleurs cette idée que le cabinet d'analyse, ça doit être un truc sérieux, grave. Ça rigole pas. Il s'agit de souffrance, ça rigole pas. Du coup, ça stérilise tout. Ouais. C'est un peu ce que je me demandais. Quel est le bénéfice secondaire de cette déperdition ? Il y en a forcément un. Sinon, personne n'aurait l'idée de laisser partir telle ou telle dimension. Quel est le bénéfice secondaire d'enlever ou de laisser partir, pour pas dire que ce soit actif, l'élément d'intimité, l'élément de rapport extrêmement profond à soi et aux autres? Quel est le bénéfice secondaire ? Et j'allais dire,
quel est du coup l'intérêt que nous autres, au sens général, pourrions avoir à le remettre un peu au centre. Si c'était si évident, pourquoi est-ce que c'est pas déjà fait? Ok, on l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Pourquoi y a-t-il une aussi grosse résistance au fait de dire, attention, peut-être on va devoir repenser tel ou tel rapport, attention, oui, d'accord, il y a plein de dimensions et c'est pas tout blanc ou tout noir. Pourquoi y a-t-il autant de résistance? C'est une question qui dépasse largement un conservatoire ou un autre, une institution ou un autre. Anthropologiquement, pourquoi est-ce que cette déperdition, où est le bénéfice secondaire? Voilà. Je pensais que... Je me disais que c'est surtout pas pour l'individu, en tout cas, mais en termes... Ouais. Enfin, c'est un bon support pour l'institution. Enfin, Ouais. Si on remet en question une bonne partie de la façon dont on enseigne les choses, c'est la structure même de l'institution qu'il faut repenser à plein d'endroits, en fait. Donc, malheureusement, on est peut-être en train de souffrir beaucoup, partout, tout le temps, pour faire tenir quelque chose de complètement abstrait. Ouais. Cela dit, du coup, pour l'individu aussi, mais par contre-coup. C'est au fond ce que tu disais dans finalement le fait que y a des gens, ils ont besoin que la musique soit à distance. Soit à distance, oui. Parce que ce que ça vient réveiller, ça rend difficile ensuite de s'inscrire dans les institutions. Ce qu'on appelle les institutions, c'est aussi institutions familiales, enfin, c'est tout un tas de rituels de la vie quotidienne. Enfin, là, c'est dans des mots, c'est juste comment tu peux aller te faire chier à ton travail. Mais d'ailleurs, tu l'as évoqué toi-même, au fond, une partie, il me semble, on peut le dire, que une partie de l'expérience douloureuse que tu fais de ton rapport à la musique, ce n'est pas qu'une expérience douloureuse, heureusement, mais une partie de cette expérience douloureuse, en tout cas dont tu nous as parlé, c'est cette dichotomie entre ce que tu sais que peut être l'expérience musicale et au fond, ce que te demande tout un monde dans ta pratique de prof de conservatoire, dans ta pratique de concertiste, et qui, la plupart du temps, est fait dans des conditions telles que non seulement ça empêche presque dès le départ que tu puisses y vivre ce que tu voudrais y vivre, mais même que très clairement la finalité, elle n'est pas celle-là. Oui, ça c'est clair. C'est un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où, bon, ça, puisque je ne vais pas le changer, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que et c'est une vraie question, hein. Est-ce que j'abandonne? Il y a des musiciens d'ailleurs, hein, dans l'histoire jalonnée, il y a un film là-dessus, Tous les matins du monde, je pense que c'est plus ou moins une légende, mais où le personnage de Sainte-Colombe se tiendrait à part de la cour, presque pour des raisons comme ça, où ce serait un acte militant de s'en tenir. On ne sait pas si c'est vraiment ce qui s'est produit, mais le film en tout cas le pose comme élément. Voilà, l'une des solutions, c'est je me retire de tout ça, je le laisse vivre, je peux rien y faire, je crée complètement autre chose. L'autre solution, c'est celle que je suis en train de vivre, c'est j'y vais quand même pour essayer de rajouter une étincelle de magie partout là où je peux. Parfois j'y arrive, parfois j'échoue, moi j'essaye à chaque fois. Ce que ça coûte en énergie, ce que ça coûte en temps, ce que ça coûte en doute, c'est un vrai questionnement de savoir combien de temps ça va tenir. Voilà, c'est mon cas, c'est le cas d'autres personnes. Pour l'instant, je confirme quand même ce choix. Pour plein de raisons, je me dis, allez, j'essaye encore. Et j'espère bien que quand j'aurai plus l'énergie de le faire, d'autres le feront à leur tour.